Bonjour à tous et bienvenue. Avant de nous immerger dans les ombres d'une France qui se relève à peine de ses cendres, prenez un instant pour nous dire dans les commentaires depuis quelle ville et à quelle heure vous nous rejoignez aujourd'hui. L'histoire qui va suivre n'est pas une fiction, mais une reconstitution méticuleuse, assemblée fragment par fragment à partir d'archives départementales poussiéreuses, de registres de gendarmerie oubliés et de témoignages qui, pendant des décennies, sont restés tus par la peur ou la honte. Nous allons explorer une vérité si macabre qu'elle semble défier l'entendement, une vérité cachée derrière les murs d'une petite maison d'arrêt de province, où l'ordre et l'horreur cohabitaient dans le silence le plus absolu. Ce récit est celui d'une femme, d'un village et des secrets que les rives brumeuses de la Saône ont gardés pendant près d'un demi-siècle. En 1948, le village de Saint-Laurent-sur-Saône, dans l'Ain, tente de panser les plaies encore vives de la guerre. L'atmosphère est lourde, chargée des souvenirs de l'occupation et des règlements de compte qui ont suivi la libération. La vie reprend son cours, mais la méfiance imprègne les conversations sur le marché de Mâcon, juste de l'autre côté du pont. C'est dans ce décor d'une France en reconstruction qu'émerge une figure d'autorité aussi respectée que redoutée. Éléonore Perrin. À 45 ans, cette veuve de guerre est la gardienne de la prison municipale, une position qui lui confère un pouvoir singulier. Pour la communauté, elle incarne le retour à une discipline de fer, une femme de devoir, méticuleuse et impénétrable. Les registres de l'époque et les souvenirs des anciens la décrivent comme une personne dure mais juste, dont le regard vide et la solitude la rendent insondable. Pourtant, derrière cette façade de rigueur se dissimule une réalité d'une barbarie insoutenable. La petite geôle, dont Éléonore a la charge, est devenue, sous sa surveillance, une antichambre de l'enfer. Les premiers signes sont d'abord sensoriels, des indices que la communauté choisit d'ignorer. Des voisins se plaignent d'odeurs âcres et insupportables émanant de la prison tard dans la nuit, tandis qu'une fumée noire et grasse échappe de la cheminée de la buanderie. Des rumeurs circulent à voix basse, portées par d'anciens détenus libérés pour des délits mineurs. Ils parlent de cris étouffés, de la cruauté sadique de la gardienne et, plus inquiétant encore, de la disparition soudaine de compagnons de cellule, souvent des vagabonds ou des marginaux, des hommes dont personne ne réclamerait jamais l'absence. Ces récits fragmentés dessinent le portrait d'un lieu où la justice n'est plus qu'un lointain souvenir. Les archives de la gendarmerie locale conservent la trace d'une plainte pour mauvais traitement classée sans suite en 1947, un document qui soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Pourquoi les autorités n'ont-elles pas enquêté davantage sur ces prisonniers qui entraient dans la geôle de Saint-Laurent pour ne jamais en ressortir? Les registres des écrous, si l'on y regarde de plus près, montrent des anomalies troublantes, des signatures falsifiées, des mentions de transfert vers des prisons qui n'ont jamais reçu les détenus en question. Et puis, il y a ce détail, noté par l'épicier local, les commandes régulières et disproportionnées d'huile de friture et de soude caustique, bien au-delà des besoins d'une femme seule. Comment une gardienne respectée a-t-elle pu devenir le bourreau silencieux des âmes perdues de l'après-guerre? Nous sommes en 1948 à Saint-Laurent-sur-Saône. Une modeste commune de l'Ain dont le destin est intimement lié à celui de Mâcon, sa voisine plus imposante, de l'autre côté du fleuve. Le pont Saint-Laurent, un ouvrage de pierre qui a survécu au bombardement, n'est pas seulement un passage physique. Il est une frontière symbolique entre la ruralité discrète et l'agitation urbaine, entre les secrets bien gardés d'un village et les rumeurs qui s'échangent à voix haute sur les marchés. La France se relève, mais ici, sur les rives de la Saône, la reconstruction est lente, presque douloureuse. Chaque pierre retournée, chaque façade repeinte, peine à masquer les fissures laissées par 4 années d'occupation. La vie reprend son cours, mais le rythme est celui d'un convalescent qui craint la rechute. Un calme précaire, où chaque silence semble plus lourd de sens que les paroles échangées. Le fleuve Saône est le véritable cœur battant de la région. Un témoin impassible des tragédies humaines qui se sont jouées sur ses berges.
Ces eaux lentes et sombres charrient les souvenirs du conflit, les corps des fusillés et les espoirs déçus de la libération. Le matin, un brouillard épais s'élève de sa surface, enveloppant les quais d'un voile laiteux qui isole Saint-Laurent du reste du monde. Cette brume, si caractéristique du Val de Saône, devient une métaphore de l'atmosphère sociale, une opacité où les contours de la vérité se perdent, où les soupçons naissent et meurent sans jamais trouver de certitude. Les anciens du village racontent que le fleuve a une mémoire, qu'il garde en son sein les secrets que les hommes cherchent à oublier. C'est dans ce décor aquatique et spectral que l'horreur va prendre racine, à l'abri des regards. L'architecture de Saint-Laurent-sur-Saône participe à cette dualité. D'un côté, l'église romane du XIIe siècle, avec son clocher rassurant, ancre le village dans une histoire séculaire et pieuse. Ses rues pavées et ses maisons de vignerons aux toits de tuiles canal offrent l'image d'une France éternelle, une carte postale d'une tranquillité retrouvée. Mais derrière ces façades se cache un labyrinthe de cours intérieures, de caves humides et de greniers poussiéreux où les rancœurs de la guerre continuent de fermenter. La prison municipale, un bâtiment austère et anonyme adossé à la mairie, s'intègre parfaitement dans ce paysage. Elle n'est pas une forteresse visible, mais une simple maison de pierre, presque banale, dont la fonction sinistre se devine à peine aux barreaux discrets de ses fenêtres, comme un secret de famille que l'on préfère taire. Le climat social est à l'image du paysage, en apparence apaisé, mais profondément fracturé. Épuration. Cette période de justice expéditive qui a suivi la libération a laissé des cicatrices indélébiles. Les accusations de collaboration, fondées ou non, ont brisé des familles et dressé les voisins les uns contre les autres. La méfiance est devenue la règle. On se salue sur la place du village, on échange des banalités à la boulangerie, mais on pèse chaque mot. Dans ce contexte, la discrétion est une vertu et l'indifférence un mécanisme de survie. S'occuper de ses propres affaires, ne pas poser de questions, ne pas s'intéresser à ce qui se passe derrière les murs du voisin est la meilleure façon de éviter les ennuis. Cette culture du silence et du repli sur soi créera le vide parfait dans lequel les agissements des Éléonore Perrin pourront prospérer sans éveiller l'alarme. Une lecture attentive du Courrier de Saône-et-Loire, le journal local de L'Époque, révèle cette tension sous-jacente. Entre les annonces de mariage et les comptes rendus des conseils municipaux, de brefs articles évoquent des incidents mineurs liés au vagabondage. On y lit l'inquiétude des autorités face à ces populations déracinées par la guerre, ces hommes et ces femmes sans attache qui errent sur les routes. Ces indésirables sont présentés comme une menace pour l'ordre public naissant. Un entrefilet daté de mars 1948 mentionne une opération de nettoyage menée par la gendarmerie pour sécuriser les abords du pont. Personne, à l'époque, n'aurait pu imaginer que ces quelques lignes, en apparence anodines, décrivaient en réalité la collecte silencieuse des futures victimes d'un bourreau insoupçonné, légitimant par avance leur disparition aux yeux d'une société qui souhaitait avant tout tourner la page. Les archives de la gendarmerie de l'Ain confirment cette priorisation des menaces. Les rapports de l'année 1948 sont remplis d'enquêtes sur le marché noir, le trafic d'armes et les règlements de comptes politiques. La petite délinquance, et plus encore le sort des marginaux, est relégué au bas de la pile. La prison de Saint-Laurent-sur-Saône, gérant des peines courtes pour des délits mineurs, est considérée comme un simple lieu de transit, une institution sans importance stratégique. Les registres des écrous, tenus par la gardienne elle-même, sont rarement vérifiés. Cette négligence administrative, fruit d'un système judiciaire débordé et focalisé sur la reconstruction de ces institutions, offre une liberté d'action quasi totale à celle qui en a la charge. Éléonore Perrin n'est pas seulement la gardienne des prisonniers, elle est la gardienne de leur existence administrative. Ainsi, tous les éléments du drame sont en place, formant un écosystème tragiquement parfait, un village qui a appris à ne rien voir et à ne rien dire.
un fleuve dont les brumes offrent un camouflage naturel à l'horreur, une communauté où la méfiance a éteint la curiosité et la compassion, et des autorités institutionnelles qui, préoccupées par des enjeux jugés plus grands, ont créé un angle mort dans leur système de surveillance. C'est dans cette faille, à la croisée de l'histoire collective et des psychologies individuelles, que va s'engouffrer la folie méthodique d'une femme. Une femme qui, pour tous, incarnait le retour à l'ordre, alors qu'elle bâtissait en silence son propre empire de la souffrance. Comment cette illusion a-t-elle pu perdurer si longtemps? Au cœur de cette communauté meurtrie se dresse Éléonore Perrin, une figure dont le nom est prononcé avec un mélange de respect et d'appréhension. À 45 ans, cette veuve de guerre, dont le deuil semble s'être gravé de manière permanente sur les traits de son visage, occupe le poste singulier de gardienne de la prison municipale. Dans les registres communaux, sa nomination en 1946 est décrite comme une évidence, un choix logique pour une femme dont la rigueur et la discipline sont devenues légendaires. Pour les habitants de Saint-Laurent-sur-Saône, elle est le symbole même du retour à l'ordre, une présence austère mais rassurante dans un monde qui a perdu ses repères. Les témoignages des anciens la décrivent comme une femme de devoir, intransigeante et méticuleuse, dont l'autorité naturelle impose le silence et l'obéissance, une incarnation vivante de la loi dans ce qu'elle a de plus implacable. Sa vie privée est une forteresse aussi impénétrable que la geôle qu'elle supervise. Elle réside seule dans le modeste logement de fonction attenant à la prison, un espace dont personne ne franchit jamais le seuil. Son mari, un soldat dont le portrait jauni est l'unique décoration de son salon, est tombé sur le front des Ardennes, la laissant seule avec un fils unique. Ce dernier, parti chercher fortune à Lyon dans les usines de la reconstruction, ne donne que de rares et brèves nouvelles, comme en attestent les quelques cartes postales laconiques conservées dans les archives familiales. Cette solitude quasi monacale l'enveloppe d'un mystère que personne n'ose percer. Elle n'a ni amis, ni confidents, et ses interactions avec le monde extérieur sont réduites à leur plus simple et stricte nécessité fonctionnelle, la rendant insondable aux yeux de tous. Les routines d'Éléonore Perrin sont réglées avec la précision d'un métronome, un rituel immuable qui rythme la vie du quartier. Chaque matin, à la même heure, elle traverse la place du village. Vêtue de ses habits sombres et sévères, le pas mesuré, le regard fixé droit devant elle, insensible aux salutations ou aux regards curieux. Ses visites à l'épicerie ou à la boulangerie sont brèves et silencieuses. Elle ne participe à aucune des conversations qui animent les commerces, se contentant de dicter sa liste d'une voix neutre et de payer sans un mot superflu. Un rapport de police de 1949, rédigé pour une banale affaire de voisinage, la mentionne incidemment comme un témoin qui n'a rien vu ni rien entendu, une phrase qui résume parfaitement sa posture face à la vie de la communauté, une présence physique indéniable mais une absence sociale totale. Cependant, derrière cette façade de discipline se cache une obsession qui confine à la pathologie, une quête acharnée de propreté. Les rares livreurs qui ont franchi le porche de la prison pour déposer des marchandises décrivent une odeur âcre et persistante de javel et de savon noir, si puissante qu'elle en devenait suffocante. Les sols en pierre des couloirs, les murs blanchis à la chaux, les barreaux de fer des cellules, tout brillait d'une propreté anormale, presque clinique. Cette manie-haine n'était pas un simple souci d'hygiène, elle relevait d'un rituel de purification, comme si Éléonore cherchait à effacer par le frottement et le lavage une souillure invisible mais omniprésente. Une souillure dont la nature et l'origine échappaient à tous, mais dont la présence obsessionnelle imprégnait chaque pierre du bâtiment. Le portrait physique d'Éléonore, tel qu'il est esquissé dans les quelques documents administratifs de l'époque, est celui d'une femme grande et sèche, dont la silhouette anguleuse semble taillée dans le granit. Mais ce que les témoins retiennent avant tout, c'est son regard. Ses yeux, d'un bleu délavé, sont décrits de manière récurrente comme étant vides, absents,
Ce haine n'était pas le regard d'une personne perdue dans ses pensées, mais celui d'un être qui aurait franchi une limite intérieure, laissant derrière lui toute forme d'empathie ou de chaleur humaine. Le greffier de la mairie, dans une lettre personnelle à son frère, confiait son malaise après chaque entrevue avec elle, décrivant un regard qui vous traverse sans vous voir, comme si vous n'étiez qu'un objet ou un obstacle. C'est dans ce vide oculaire que résidait peut-être le premier indice de l'abîme qui la séparait du reste de l'humanité. L'indice le plus tangible de l'étrangeté d'Éléonore Perrin se trouve dans les carnets de comptes de l'épicier du village, Monsieur Dubois. Ces registres, conservés par sa petite-fille, révèlent des commandes aussi régulières que démesurées pour une femme vivant seule. Chaque semaine, sans exception, elle se faisait livrer d'importantes quantités d'huile de friture bon marché et plusieurs kilos de soude caustique, un produit utilisé pour la fabrication de savon ou le débouchage des canalisations. Les quantités étaient telles que, elle, épicier, intriguée, avait fini par noter ses achats en marge de ses registres, ajoutant un point d'interrogation à côté du nom de sa cliente. Ces commandes, bien au-delà des besoins domestiques normaux, constituaient une anomalie flagrante dans la routine du village, une énigme matérielle dont personne ne pouvait alors imaginer la terrifiante solution. Son détachement émotionnel est une autre facette de sa personnalité qui frappe ses contemporains. Saint-Laurent-sur-Saône, comme tous les villages de France, vit au rythme des événements collectifs, les mariages, les baptêmes, les funérailles. Éléonore n'y participe jamais. Sa présence n'est notée sur aucun registre paroissial lors des grandes fêtes religieuses, et les anciens ne se souviennent pas de l'avoir jamais vue esquisser un sourire lors d'une fête de village ou verser une larme à l'enterrement d'un voisin. Elle semble imperméable aux joies et aux peines qui soudent la communauté. Cette indifférence totale aux émotions humaines la place en marge, non pas comme une rebelle, mais comme une espèce différente, une observatrice silencieuse et froide des rituels sociaux qu'elle ne comprend pas ou qu'elle a choisi de rejeter. La distance qui la sépare de son propre fils est peut-être l'illustration la plus poignante de cette déconnexion. Une correspondance tardive, retrouvée dans les années 80, entre ce fils, Jean-Pierre, et un cousin éloigné, lève un coin du voile. Dans ses lettres, Jean-Pierre ne parle jamais de sa mère avec affection. Il évoque une femme dure, dont les silences étaient plus lourds que des reproches, et dont les gestes de tendresse étaient inexistants, même avant la mort de son père. Il décrit une enfance passée sous le joug d'une discipline de fer, où la moindre tache sur un vêtement entraînait une punition disproportionnée. Il confie avoir quitté le foyer familial, non pas tant pour trouver du travail que pour échapper à l'ombre d'une mère dont l'amour, s'il existait, était enfoui sous d'épaisses couches de glace. Ainsi se dessine le portrait complexe et contradictoire de Éléonore Perrin. D'un côté, la fonctionnaire irréprochable, veuve de guerre, digne et respectée, garante de l'ordre public. De l'autre, une femme solitaire, rongée par des obsessions morbides, émotionnellement stérile et dont les habitudes quotidiennes soulèvent des questions inquiétantes. Ces deux facettes coexistaient en elle, l'une visible et rassurante, l'autre secrète et profondément perturbatrice. Comment la communauté a-t-elle pu si longtemps ne voir que la première, ignorant les signes avant-coureurs de la seconde ? Et que se passait-il réellement derrière les murs impeccablement propres de la prison municipale? Une fois la lourde porte de chêne refermée sur le monde, les premiers craquements dans la façade impeccable d'Éléonore Perrin ne furent pas des mots, mais des sensations, des agressions olfactives qui vinrent troubler la quiétude des nuits de Saint-Laurent-sur-Saône. Plusieurs voisins, dont les maisons jouxtaient l'arrière de la prison, commencèrent à se plaindre d'une odeur âcre, chimique et profondément nauséabonde, qui s'infiltrait par les fenêtres mal jointes aux heures les plus sombres. Au début, on mit cela sur le compte d'une lessive tardive particulièrement agressive ou d'une désinfection des locaux.
une explication plausible venant d'une femme obsédée par la propreté. Cependant, la régularité et l'intensité de cette puanteur, un mélange écœurant de fritures rances et de produits corrosifs, finirent par dépasser le cadre du simple entretien. Était une odeur qui ne ressemblait à rien de connu, une exhalaison anormale qui semblait raconter une histoire que personne n'était encore prêt à entendre. À ces émanations pestilentielles s'ajouta bientôt un indice visuel tout aussi troublant. Tard dans la nuit, bien après que le village se soit endormi, une fumée épaisse et grasse échappait de la haute cheminée de la buanderie de la prison. Ce N n'était pas la fumée légère et volatile d'un feu de bois, mais un panache sombre, lourd, qui peinait à s'élever dans l'air humide des bords de Saône et laissait dans son sillage une suie huileuse sur les toits avoisinants. Un ancien combattant, habitué aux visions des champs de bataille, confia à sa femme que cette fumée lui rappelait l'incinération de choses qui ne devraient pas brûler. La buanderie, ce lieu symbolique de purification et de nettoyage, devenait la source d'une souillure atmosphérique, un paradoxe sinistre qui commençait à marquer les esprits les plus attentifs. Que pouvait-on bien consumer avec une telle obstination au cœur du silence nocturne? Le murmure éleva ensuite des bas-fonds de la société, portés par ceux dont la parole avait le moins de poids, les anciens détenus. Des hommes libérés après avoir purgé de courtes peines pour des délits mineurs, un vol de poule. Une ivresse publique commencèrent à raconter des histoires à voix basse dans les tavernes de Mâcon. Ils parlèrent de la cruauté glaciale de la gardienne, de son sadisme méthodique, de punitions qui dépassaient de loin le cadre réglementaire. Mais leurs récits, souvent décousus et empreints de la rancœur de leur incarcération, étaient systématiquement rejetés comme les divagations amères d'hommes aigris. Dans cette France en quête de figures d'autorité pour reconstruire son ordre moral, la parole d'un vagabond ne pesait rien face à la réputation irréprochable d'une veuve de guerre dévouée à sa tâche. Pourtant, au-delà des accusations de mauvais traitement, un détail plus effrayant encore émergeait de ces témoignages fragmentés, la disparition soudaine de compagnons de cellule. Les récits concordaient sur un point précis. Les victimes de ces évaporations étaient toujours les mêmes. Des marginaux, des vagabonds sans attache, des hommes arrêtés lors de rafles et dont personne ne connaissait le nom de famille. Un jour, ils étaient là, partageant une maigre soupe dans leur cellule, et le lendemain, leur paillasse était vide. À ceux qui osaient poser des questions, Éléonore Perrin répondait d'une voix neutre qu'ils avaient été transférés ou libérés en pleine nuit. Ces explications laconiques, assénées avec une autorité qui n'invitait à aucune contestation, suffisaient à clore toute discussion, laissant les autres prisonniers avec une peur sourde et la certitude qu'il valait mieux se taire. La première trace officielle de ces rumeurs se trouve dans les archives de la gendarmerie de l'Aisne sous la forme d'un rapport laconique daté de novembre 1947. Il fait état d'une plainte pour mauvais traitement et disparition inquiétante, déposée par le frère d'un journalier incarcéré pour vagabondage. Le document, qui tient sur une demi-page, se conclut par la mention « enquête menée auprès de la gardienne, Madame Perrin, qui dément formellement. Affaire classée sans suite. Cette note administrative, enfouie dans un dossier poussiéreux, est d'une froideur accablante. Elle témoigne d'une défaillance institutionnelle, d'une volonté de ne pas voir ou de ne pas chercher plus loin. Pourquoi une telle diligence a étouffé l'affaire? Était-ce par simple négligence bureaucratique, ou la parole de Éléonore Perrin était-elle à ce point sacrée qu'elle rendait toute investigation superflue? L'analyse minutieuse des registres de écrou de la prison, si elle avait été menée à l'époque, aurait révélé des anomalies bien plus flagrantes. Dans ce cahier à la couverture de cuir usé, où chaque entrée et sortie devait être consignée, les pages correspondant aux années 1947 et 1948 sont un tissu d'incohérences. On y trouve des signatures maladroitement imitées en face des mentions de « libération », des dates de sortie qui ne correspondent à aucune logique et surtout de multiples mentions de transferts vers des centres pénitentiaires qui, après vérification ultérieure dans les années 70,
n'ont jamais reçu les détenus en question. Le registre, obtenu par la main méticuleuse d'Éléonore N, était plus un document administratif fiable, mais une œuvre de fiction macabre, un outil conçu pour effacer des vies, non seulement physiquement, mais aussi administrativement. La presse locale elle-même, sans le savoir, contribua à cette atmosphère d'indifférence. Dans une édition de mars 1948 du Courrier de Saône-et-Loire, un bref entrefilet se félicite des efforts de la municipalité pour assainir les quais de la Saône et garantir la tranquillité des citoyens en procédant à l'arrestation de plusieurs individus sans aveu. Cet article, en apparence anodin, reflète le climat de l'époque, une société qui considère les marginaux comme une nuisance, un déchet social dont il faut se débarrasser pour que la vie normale puisse reprendre son cours. En déshumanisant ces hommes, en les réduisant à une catégorie de problèmes à régler, la communauté et ses représentants créaient involontairement les conditions idéales pour que leur disparition passe totalement inaperçue, voire qu'elle soit perçue comme un soulagement. Cet aveuglement collectif n'était pas seulement le fruit de la négligence. Il puisait ses racines dans la psychologie profonde d'une communauté traumatisée par la guerre. Après des années de chaos, de délation et d'incertitude, les habitants de Saint-Laurent-sur-Saône aspiraient plus que tout à l'ordre et à la stabilité. Éléonore Perrin, avec sa rigueur inflexible et son apparence de droiture, incarnait précisément cet ordre retrouvé. La remettre en question, était admettre que la barbarie n'avait pas disparu avec la fin de l'occupation, qu'elle pouvait prendre de nouvelles formes, encore plus insidieuse. Il était plus confortable de croire en la gardienne exemplaire que d'affronter la possibilité terrifiante qu'un monstre se cachait derrière le masque de la vertu. Elle était la gardienne non seulement de la prison, mais aussi de leur fragile tranquillité d'esprit. Le curé du village, l'abbé Michel, fut l'un des rares à percevoir la dissonance. Lié par le secret de la confession après avoir reçu le témoignage terrifié d'un ancien détenu, il ne pouvait rien dire. Cependant, son attitude changea. Ses sermons, autrefois centrés sur le pardon et la reconstruction, prirent une tournure plus sombre, évoquant le mal qui se cache sous les apparences de la piété et les âmes qui se sont perdues dans les abysses de leur propre cœur. Les fidèles remarquèrent qu'ils ne croisaient plus jamais le regard d'Éléonore Perrin lors de la messe dominicale. Son malaise était palpable, une alerte silencieuse et impuissante, le témoignage muet d'un homme de foi confronté à une horreur qu'il ne pouvait nommer mais dont il sentait la présence corruptrice au sein même de sa paroisse. L'énigme la plus concrète, celle qui aurait dû alerter les esprits les plus pragmatiques, reposait sur les registres de l'épicier, M. Dubois. Les commandes hebdomadaires d'Éléonore en huile de friture et en soude caustique ne cessaient d'intriguer le commerçant. Ces quantités industrielles, sans aucun rapport avec les besoins d'une femme seule, devenaient une anomalie comptable et logique. Quand on commençait à relier ces achats aux odeurs insoutenables qui s'échappèrent de la prison, un schéma terrifiant commençait à se dessiner. L'huile pour faire bouillir, la soude pour dissoudre. Les ingrédients d'un protocole chimique et brutal étaient là, consignés noir sur blanc dans un carnet de comptes, attendant que quelqu'un ait le courage de poser la bonne question et d'envisager l'impensable réponse. Ainsi, lentement mais sûrement, la respectueuse façade d'Éléonore Perrin se fissurait. Les rumeurs des déclassés, les anomalies des registres, les malaises du prêtre et les indices matériels formaient un ensemble de preuves circonstancielles qui transformaient l'admiration en une peur sourde et informulée. Le village vivait à côté d'un secret qui n'osait pas encore dire son nom, une horreur latente qui imprégnait l'air, les murs et les consciences. L'ordre qu'elle maintenait avec une poigne de fer était-il qu'une illusion, le paravent macabre d'un abîme de cruauté? Quelle vérité indicible se cachait derrière les murs impeccablement blanchis à la chaux de la buanderie, où la fumée grasse continuait de s'élever dans le ciel nocturne?
Le silence qui entourait la prison de Saint-Laurent-sur-Saône, autrefois un rempart de respectabilité, commençait à se transformer en un linceul de suspicion. Les rumeurs, d'abord chuchotées dans les tavernes par des hommes sans crédibilité, avaient fini par s'infiltrer dans les foyers et les esprits. Ce haine était plus une question de divagation, mais une accumulation de coïncidences troublantes. Les odeurs, la fumée, les disparitions de marginaux. Une angoisse sourde s'emparait du village, une peur qui poussait certains à rompre le pacte tacite de l'indifférence. L'enquête qui allait suivre ne fut pas officielle, menée par la gendarmerie, mais une investigation clandestine, parcellaire, menée par des consciences qui ne trouvaient plus le repos. C'est l'assemblage de ces fragments de vérité qui allait commencer à dessiner les véritables contours du monstre qui se cachait à la vue de tous. Le premier à agir, bien que de manière indirecte, fut l'abbé Michel. Tourmenté par les confessions qu'il ne pouvait trahir, il prit contact avec un jeune vicaire de Mâcon, connu pour son zèle et sa discrétion. Dans une lettre codée conservée dans les archives diocésaines, il ne nomme personne, mais décrit une âme consumée par un feu froid, une paroissienne dont la piété apparente dissimulerait un abîme de néant. Il évoque des sacrifices impurs, offerts sur l'autel de la propreté et une souillure morale que nulle lessive ne saurait laver. L'abbé, prisonnier de son serment, ne pouvait en dire plus. Mais son message était un appel au secours spirituel, le premier signal d'alarme officiel, bien que cryptique, lancé depuis l'intérieur de la communauté. Qui d'autre que la gardienne pouvait correspondre à ce portrait d'une pureté obsessionnelle et d'une froideur abyssale? Simultanément, un jeune médecin de l'hôpital de Mâcon, le docteur Armand Dubois, commença à faire le lien entre plusieurs incidents. En relisant ses notes de l'année précédente, il retrouva le dossier d'un détenu de Saint-Laurent, admis pour de graves brûlures chimiques sur les jambes et le torse. L'homme, un vagabond nommé Joseph, avait raconté une histoire peu crédible de chute accidentelle dans une cuve de lessive en préparant le savon. Le docteur Dubois avait noté en marge de son rapport son scepticisme. Les brûlures semblent trop uniformes pour une chute. Le patient est terrorisé, refuse de donner plus de détails. Il ne cesse de répéter que C était un accident. Ce document médical, froid et factuel, constituait la première preuve tangible de la violence qui régnait entre les murs de la prison, une preuve qui avait été ignorée. L'inquiétude du docteur Dubois se mua en alarme lorsqu'il tenta de retrouver la trace de ce patient. Après sa sortie de l'hôpital, Joseph aurait dû être reconduit à la prison pour finir sa peine. Or, les registres de l'hôpital indiquent qu'il a été pris en charge par la gardienne elle-même, Éléonore Perrin, venue le chercher en personne. Mais les registres d'écrou de la prison ne mentionnent aucun retour. Joseph s'est volatilisé entre les portes de l'hôpital et celles de la geôle. Il n'a jamais été officiellement libéré, jamais transféré. Il a simplement cessé d'exister. L'accident de la lessiveuse N était plus un simple fait divers suspect. Il devenait le prologue probable d'une disparition, un acte de torture, suivi d'une élimination silencieuse. Comment un homme pouvait-il ainsi disparaître sans que personne ne s'en soucie? Ces fragments de vérité convergèrent vers une seule personne, Étienne Rocher, un jeune journaliste pour une feuille d'investigation lyonnaise, attiré dans la région par les échos persistants de ces rumeurs. Contrairement aux autorités locales, Rocher N n'était pas aveuglé par la réputation d'Éléonore Perrin. Il aborda l'affaire avec un regard neuf et une méthodologie rigoureuse. Il commença par compiler les témoignages des anciens détenus, recoupant leurs histoires de sadisme et de disparition. Puis, il obtint une copie du rapport du docteur Dubois et la lettre codée de l'abbé Michel, grâce à des contacts discrets. Lentement, il assemblait les pièces d'un puzzle macabre, dont l'image finale dépassait en horreur tout ce qu'il avait pu imaginer. Il était le premier à comprendre que ces événements N étaient pas isolés, mais les manifestations d'un système. Son enquête le mena inévitablement aux archives de la gendarmerie de l'Ain. Il y exhuma le fameux rapport de 1947, cette plainte pour mauvais traitement classée sans suite.
Le document était d'une brièveté suspecte. L'enquête se résumait à une unique entrevue avec Éléonore Perrin, dont la dénégation avait suffi à clore le dossier. Aucune audition d'autres témoins, aucun examen des locaux. Rocher sentit que ce classement N n'était pas le fruit de la négligence, mais d'une volonté délibérée de ne pas voir. Il décida de retrouver l'auteur de ce rapport, un certain gendarme du nom de Marcel Lévesque, désormais à la retraite et vivant dans un petit village du Buguet, espérant que le temps aurait délié sa langue. La rencontre avec l'ancien gendarme fut tendue. D'abord réticent, Marcel Lévesque finit par céder face à l'insistance du journaliste. À voix basse, il confia que des ordres informels venaient d'en haut. La consigne était claire, ne pas créer de vagues avec la prison de Saint-Laurent. Les vagabonds et les petits délinquants qui y étaient enfermés étaient considérés comme des déchets de la société, et leur sort importait peu. Il admit à demi-mot que Éléonore Perrin, par sa discipline de fer, rendait service en maintenant l'ordre et en nettoyant les rues. Son zèle était vu comme une solution efficace, bien que brutale, au problème des populations marginalisées de l'après-guerre. La gardienne N était donc pas seulement un monstre isolé, elle était l'instrument tacite d'une politique d'épuration sociale. Cette révélation changeait radicalement la perspective. La cruauté d'Éléonore N n'était pas seulement tolérée, elle était implicitement encouragée par une hiérarchie qui préférait fermer les yeux. N n'était pas une simple sadique, mais l'exécutrice d'une justice clandestine, une protégée par le silence et l'indifférence des institutions. Cette complicité passive expliquait pourquoi les rumeurs n'avaient jamais abouti, pourquoi les plaintes étaient étouffées. Le village et ses autorités N étaient pas seulement aveugles, ils étaient complices par leur désir d'ordre à tout prix. Mais pour Étienne Rocher, cette explication politique, bien que glaçante, ne suffisait pas. Elle n'expliquait pas l'origine d'une telle barbarie. D'où venait cette haine? Cette obsession méthodique pour éradication? Le journaliste décida alors de changer d'angle, de délaisser la prison pour se concentrer sur la femme. Qui était Éléonore Perrin avant la guerre, avant le deuil, avant l'uniforme de gardienne? Il entreprit un voyage dans son passé, se rendant dans son village natal, une bourgade isolée près d'Autun, en Saône-et-Loire. Il passa des jours à éplucher les registres de état civil, les archives municipales, les bulletins paroissiaux. Il interrogea les derniers vieillards qui se souvenaient de la famille Perrin, une famille de blanchisseurs, décrite comme dure et travailleuse. Pendant des semaines, il ne trouva rien, seulement le portrait d'une jeune fille discrète, effacée, presque invisible, jusqu'à ce qu'un ancien greffier lui parle d'un drame familial qui avait été rapidement étouffé. Guidé par cette piste, Rocher fouilla dans les archives judiciaires du tribunal de première instance. Il y découvrit un dossier scellé, classé sous la mention « Incident domestique ». Après plusieurs jours de négociations et usant de ses contacts, il obtint l'autorisation exceptionnelle de le consulter. Le dossier concernait un événement survenu en 1925. Éléonore n'avait alors que 12 ans. Le rapport décrivait la mort de son jeune frère de 6 ans, Paul, retrouvé ébouillanté dans une grande cuve d'eau utilisée pour le linge. La mort avait été officiellement classée comme un tragique accident, l'enfant ayant glissé en jouant près du chaudron. Le dossier semblait clos, une simple tragédie familiale comme il y en avait tant à l'époque. Mais en tournant la dernière page, le journaliste découvrit une note manuscrite, griffonnée à l'encre bleue dans la marge par le gendarme qui avait mené l'enquête initiale. Quelques mots qui faisaient basculer toute l'histoire dans une dimension nouvelle et terrifiante. La note disait « Interrogez la sœur, Éléonore ». Aucun pleur, aucun signe de chagrin. Ses yeux étaient secs, vifs, presque brillants. Elle a regardé le corps de son frère sans une once d'émotion. Je n'ai jamais vu un tel vide chez un enfant. Ce N n'était pas de l'innocence, C était autre chose. Soudain, les crimes de la prison de Saint-Laurent n'apparaissaient plus comme la conséquence d'un traumatisme de guerre, mais comme l'aboutissement d'une trajectoire maléfique commencée bien des années plus tôt, dans le silence d'une buanderie familiale. Le monstre N
n'était pas né dans les décombres de 1945. Il avait toujours été là. Les décennies passèrent, et le souvenir d'Éléonore Perrin se mua lentement en une légende locale. Un conte macabre que l'on se chuchotait les soirs de brouillard pour effrayer les enfants. La gardienne S était éteinte discrètement en 1962, emportant ses secrets dans une tombe anonyme du petit cimetière qui surplombe la Saône. La prison municipale, jugée obsolète et trop exiguë, fut désaffectée quelques années plus tard, ses cellules laissées à l'abandon, au silence et à la poussière. Les rumeurs, autrefois si vives, s'étaient estompées, érodées par le temps et la volonté collective d'oublier. Saint-Laurent-sur-Saône avait tourné la page, se drapant dans la modernité des années 70, et les murs de la vieille geôle ne semblaient plus garder que le souvenir d'une discipline d'un autre âge. L'horreur S était endormie, attendant patiemment qu'une main maladroite vienne la réveiller. C'est en 1973 que le passé fut littéralement déterré. La municipalité, désireuse de réhabiliter le centre du village, y avait vendu l'ancien bâtiment pour qu'il soit transformé en logement privé. Des ouvriers furent engagés pour rénover la structure, abattre des cloisons, refaire les planchers. L'air s'emplit du bruit des marteaux et de la poussière des pierres anciennes. Le bâtiment, qui avait été le théâtre d'une souffrance indicible, devait être purgé de sa fonction sinistre, ses entrailles réaménagées pour accueillir la banalité de la vie quotidienne. Personne ne cherchait quoi que ce soit. On ne faisait que démolir pour reconstruire, effacer les dernières traces d'un passé jugé sans intérêt. C'est souvent lorsque l'on ne cherche rien que les secrets les plus enfouis choisissent de refaire surface, comme une épave remontant des profondeurs. Alors qu'il arrachait les vieilles plaintes en bois du rez-de-chaussée, dans ce qui fut autrefois le petit bureau d'Éléonore, un ouvrier du nom de Marcel sentit la lame de son pied de biche s'enfoncer dans le vide derrière une latte de parquet. Intrigué, il força le passage et découvrit une petite cavité, dissimulée entre deux solives. Au fond, à l'abri de l'humidité et des regards, reposait un petit paquet enveloppé dans une toile cirée, soigneusement ficelée. Pensant avoir mis la main sur quelques magots oubliés, un trésor caché par un ancien prisonnier ou par la gardienne elle-même, il appela ses collègues. La découverte suspendit le vacarme du chantier. Le temps, l'espace d'un instant, sembla retenir son souffle, alors que des mains calleuses et poussiéreuses se préparaient à dénouer une ficelle qui reliait leur présent au plus sombre passé du village. Le paquet ne contenait ni pièces d'or, ni billets de banque. À l'intérieur de la toile protectrice se trouvait un simple carnet de comptes. Un de ces registres bon marché que l'on trouvait dans toutes les papeteries de l'époque. Sa couverture de carton noir était usée aux angles, mais les pages à l'intérieur étaient intactes, protégées de l'usure du temps. En l'ouvrant, les ouvriers découvrirent une écriture fine, régulière, presque calligraphique. C était l'écriture d'une personne méticuleuse, ordonnée, qui ne laissait rien au hasard. Chaque ligne était tracée à la règle, chaque chiffre parfaitement aligné. Le carnet lui-même était d'une banalité déconcertante, un objet qui, en apparence, ne contenait que la mémoire administrative et sans âme d'une gestion domestique. Mais c'est dans la banalité que se niche souvent l'horreur la plus absolue. La première page portait la date de janvier 1947. Les colonnes étaient clairement définies. La première pour la date, la deuxième pour des initiales, la troisième et la quatrième pour des quantités, et la dernière, plus large, pour une simple mention. Une ligne parmi des dizaines d'autres attira leur attention. 15-03-1948. J. D. 20 L. Huile. 5 kg. Soude. Et dans la dernière colonne, un unique mot, écrit de la même main appliquée, propre. En parcourant les pages, le même schéma se répétait des dizaines de fois, avec une régularité effrayante. Les initiales changeaient, les dates se succédaient, mais la liste des ingrédients restait la même. Et la conclusion était toujours cet adjectif glaçant. Ce N n'était pas un registre de comptes, mais un grand livre de la mort, le journal de bord méthodique d'un processus d'éradication. Soudain, toutes les pièces du puzzle macabre s'assemblaient
avec une clarté aveuglante. Les odeurs pestilentielles décrites par les voisins N étaient plus le fruit d'une simple lessive, mais l'effluve de corps humains dissous. La fumée grasse et noire qui s'échappait de la cheminée était celle de restes humains incinérés. Les commandes disproportionnées d'huile et de soude caustique auprès de l'épicier naine étaient plus une excentricité, mais l'approvisionnement régulier d'un bourreau. Les témoignages décousus des anciens détenus, leurs histoires de disparition soudaine, acquéraient une vérité terrible. Le carnet était la preuve irréfutable, la clé de voûte qui transformait les rumeurs en faits, les soupçons en une certitude insoutenable. La façade de la gardienne respectable s'effondrait pour révéler le visage d'un monstre à l'efficacité industrielle. Cette découverte recodifiait entièrement la perception de Éléonore Perrin. Elle n'était pas une simple sadique agissant sous le coup de la colère ou d'une impulsion perverse. Le carnet ne révélait pas une folie impulsive, mais un protocole glacial, une routine de l'horreur exécutée avec la précision d'un comptable. Chaque meurtre était un acte planifié, une tâche à accomplir, suivie d'une opération de nettoyage minutieusement consignée. Le mot « propre » N était pas seulement la confirmation de la disparition d'un corps, il était l'expression ultime de son obsession, la fusion de sa manie de la propreté et de son œuvre d'extermination. Elle ne punissait pas, elle effaçait, purgeant le monde de ce qu'elle considérait comme une souillure, et nettoyant ensuite méticuleusement les traces de son passage, sur les sols comme dans son registre. Le carnet, remis aux autorités, provoqua un scandale étouffé. Il confirmait l'existence de dizaines de victimes, des hommes dont les initiales étaient les dernières traces de leur passage sur Terre. La mécanique de l'horreur était désormais exposée, détaillée dans ses aspects les plus sordides. Mais cette révélation, si totale qu'elle fut, ouvrait sur une question encore plus vertigineuse. Le cas comment était désormais éclairci dans toute son horreur administrative et chimique, mais le « pourquoi » restait un abîme insondable. Qu'est-ce qui avait pu transformer une veuve de guerre, une femme de devoir, en cette machine de mort méthodique? Était-ce une vengeance personnelle, une folie née du deuil, ou l'instrument d'une idéologie plus vaste et encore plus terrifiante? La découverte du carnet de comptes, loin de clore l'affaire, propagea une onde de choc silencieuse à travers Saint-Laurent-sur-Saône. Nous sommes en 1973 et le scandale est d'abord étouffé, géré avec un embarras palpable par les autorités municipales qui craignent pour la réputation de leur paisible commune. Une enquête discrète est ouverte, mais elle se heurte au passage du temps. La plupart des témoins potentiels sont décédés ou ont quitté la région. Et les souvenirs des survivants sont voilés par les décennies. Pour beaucoup d'habitants, la révélation est un mélange de fascination morbide et de déni obstiné. Il était plus simple de se souvenir de Éléonore Perrin comme de la gardienne sévère mais juste, que d'accepter qu'un monstre ait vécu et opéré au cœur même de leur communauté. Le silence, une fois de plus, semblait la réponse la plus simple face à une vérité trop laide pour être regardée en face. Pourtant, le registre macabre était une preuve trop accablante pour être ignorée. Les gendarmes, munis de ce document, procédèrent à une fouille méthodique de l'ancienne prison, transformée en chantier. L'attention se porta sur la buanderie et sa cheminée, ainsi que sur les canalisations de évacuation de la cave. C'est là que l'horreur comptable du carnet trouva sa confirmation matérielle. Les experts mirent au jour des fragments d'os calcinés, des éclats de dents humaines et des résidus chimiques profondément incrustés dans les joints des vieilles pierres et les coudes des tuyaux en plomb. L'analyse confirma la présence de soude caustique en grande quantité mélangée à des graisses d'origine organique. La suie grasse qui tapissait l'intérieur du conduit de cheminée contenait, elle aussi, des traces irréfutables de restes humains. Le protocole d'Éléonore N était plus une supposition. Il était désormais gravé dans la matière même du bâtiment. Mais pour certains, l'horreur comptable et matérielle ne suffisait pas à expliquer l'origine du mal. Un jeune historien local,
Antoine Dubois, petit-fils de l'épicier qui avait si longtemps noté les commandes étranges de la gardienne, se refusa à accepter la conclusion simpliste d'une folie meurtrière isolée. La figure du monstre solitaire, si commode, permettait de refermer le chapitre en circonscrivant la culpabilité à une seule personne, préservant ainsi la conscience collective du village. Animé par une quête de vérité plus profonde, il se plongea dans les archives départementales, convaincu que la clé du mystère ne se trouvait pas seulement dans la psyché d'Éléonore, mais dans le contexte social et politique de l'après-guerre. Il pressentait que la gardienne n'avait pas agi dans un vide, mais dans un environnement qui, d'une manière ou d'une autre, avait permis à sa monstruosité de s'épanouir. C'est dans la quiétude poussiéreuse des archives, au milieu des dossiers jaunis de la dépuration, que la seconde virada narrative se produisit. Au détour d'un dossier sur les comités de libération locaux, Antoine Dubois découvrit une pièce qui avait échappé à toutes les enquêtes précédentes. Une copie carbone d'une lettre dactylographiée, non signée, adressée au préfet de l'Ain en date de 1946. Le document, rédigé dans un style bureaucratique et glacial, remerciait un agent zélé et d'une discrétion absolue au sein de la maison d'arrêt de Saint-Laurent-sur-Saône pour avoir neutralisé définitivement plusieurs individus suspectés de collaboration active durant l'occupation. La lettre précisait que le recours à un procès public pour ces cas aurait été problématique et potentiellement déstabilisateur pour la communauté locale. Soudain, les meurtres d'Éléonore prenaient une dimension entièrement nouvelle et terrifiante. Cette lettre ne disculpait en rien Éléonore Perrin, mais elle redessinait les contours de sa monstruosité en la nimbant d'une complicité institutionnelle. Son obsession pour la propreté et son sadisme avaient-ils été identifiés, puis instrumentalisés par des figures de l'autorité locale cherchant à mener une purge clandestine? Les premières victimes N étaient peut-être pas de simples vagabonds, mais des cibles politiques dont l'élimination arrangeait un pouvoir fraîchement établi et désireux d'asseoir son autorité sans s'encombrer des lenteurs de la justice officielle. La culpabilité N était plus celle d'une seule femme, mais celle d'un système qui, au nom de l'ordre, avait peut-être donné un blanc-seing à un bourreau. Le silence du village N était plus seulement de la peur ou de l'indifférence. Il pouvait être interprété comme le sceau d'une approbation tacite d'un nettoyage social et politique. La seconde virada était donc bien plus sombre que la première. Elle révélait non seulement la barbarie d'un individu, mais aussi la faillite morale d'une partie de la communauté et de ses élites. Éléonore était-elle un monstre que la société avait simplement toléré, ou un monstre qu'elle avait activement façonné et utilisé pour accomplir ses basses œuvres avant de la laisser dériver vers sa propre folie? Cette question vertigineuse transformait une affaire de tueuse en série en une critique cinglante de la nature de la justice en temps de chaos. Le mal N était plus confiné derrière les murs d'une prison. Il était le reflet des angoisses, des haines et des compromissions d'une société entière, désireuse de se purifier de son passé à n'importe quel prix, quitte à créer ses propres démons. Aujourd'hui, le petit bâtiment de la prison de Saint-Laurent-sur-Saône a été métamorphosé en une résidence privée, presque anonyme. Ses murs, autrefois témoins d'une horreur méthodique, ont été recouverts d'un crépi clair, et ses fenêtres aux barreaux discrets ont cédé la place à des menuiseries modernes, d'où échappent parfois les rires d'enfants ou une mélodie entraînante. Rien, absolument aucune plaque commémorative, ni le moindre indice, ne vient troubler la quiétude de cette ruelle paisible. La vie quotidienne a repris ses droits avec une indifférence souveraine, effaçant les cicatrices visibles de l'histoire. Le camion du boulanger klaxonne chaque matin, les voisins échangent des banalités par-dessus les clôtures, et la façade silencieuse de l'ancienne geôle se fond dans le décor avec une normalité presque insolente. C'est le triomphe de l'oubli, la capacité d'un lieu à se purger de son propre passé, ne laissant que le silence là où résonnaient autrefois les échos d'une souffrance indicible. Pourtant, pour qui connaît l'histoire, cette normalité est un leurre.
Il suffit de se promener le soir sur les quais, lorsque la brume épaisse monte de la Saône pour envelopper le village d'un linceul laiteux, pour sentir que le passé n'a pas totalement disparu. La lumière chaude qui filtre des fenêtres de l'ancien logement de fonction dessine une scène de confort domestique qui entre en violente dissonance avec la mémoire du lieu. Le bâtiment semble alors retenir son souffle, son silence n'étant plus celui de la paix, mais celui d'un secret trop lourdement gardé. L'air humide du fleuve charrie une froideur qui s'infiltre sous les vêtements, un frisson qui n'est pas seulement dû à la météo. C'est dans ces moments suspendus, entre chien et loup, que les murs semblent murmurer, que l'on croit percevoir, par-delà le clapotis de l'eau, une présence invisible, le poids des âmes effacées qui imprègne encore chaque pierre. Le mystère de Éléonore Perrin demeure, lui aussi, entier, flottant dans les brumes de la mémoire collective. Était-elle un monstre absolu, une âme née dans le vide, dont la pathologie de la propreté avait trouvé son expression ultime dans l'éradication de ce qu'elle jugeait impur, ou fut-elle l'instrument d'une justice plus sombre et plus vaste, une exécutrice clandestine façonnée et utilisée par les forces troubles de l'épuration pour nettoyer la société de ces éléments indésirables? La découverte de cette lettre non signée suggère une complicité qui la dépasse, transformant son sadisme personnel en un outil politique. Peut-être la vérité se situe-t-elle dans cette zone grise terrifiante où la folie individuelle et la barbarie collective se rencontrent et se nourrissent mutuellement, l'une offrant à l'autre un prétexte et une méthode. Son histoire n'est plus seulement celle d'une tueuse, mais celle d'une époque qui, pour se reconstruire, a pactisé avec ses propres démons. La Saône, impassible, continue de couler. Elle a vu l'occupation, la libération, les purges silencieuses et la reconstruction laborieuse. Ces eaux sombres ont peut-être reçu les dernières cendres des victimes d'Éléonore, emportant avec elles les preuves que les hommes cherchaient à dissimuler. Le fleuve est le gardien ultime du secret, un témoin muet dont le courant lent et puissant symbolise le passage inexorable du temps qui érode les mémoires, mais conserve les traces invisibles des tragédies. En écoutant attentivement le clapotis de l'eau contre la berge, on peut presque entendre le murmure des initiales consignées dans le carnet macabre, un écho lointain des vies effacées. Alors, Éléonore Perrin était-elle un monstre sadique ou l'instrument d'une justice clandestine et terrifiante? Quelle est votre théorie? Laissez-la dans les commentaires ci-dessous, car certaines histoires n'ont de fin que celles que nous choisissons de leur donner.